Et bonjour Jean-Paul Roland. Bonjour. Vous êtes directeur des Eurockéennes. Vous avez appris, comme nous, au même moment, la mort de David Bowie. On était, avec Gérald Roux, en train de retracer un peu cette carrière. On en était effectivement à la période Ziggy Stardust. On en était à Life on Mars, à tout ça, à tout ce que David Bowie a inventé. Est-ce que vous diriez effectivement que David Bowie fait partie de ceux qui ont lancé quelque chose, initié quelque chose, en tout cas travaillé sur des choses qu'on n'avait jamais vues avant lui, quoi? Oui, je crois qu'effectivement, il a inventé son et image, mais je crois que c'est un peu ce mélange finalement de rébellion et d'aristocratie, je crois, c'est ce qui vraiment le qualifiait. Moi, je me souviens effectivement bien sûr de l'ensemble de sa carrière, et avec des publics tout aussi nombreux. Rappelons-nous le tube des années 80, Let's Dance, par exemple, qui fait tout un nouveau public, et puis de l'autre côté, des gens qui le suivaient comme une sorte d'icône dans les années 70, et puis un album, encore une fois, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puisque on a passé notre week-end à l'écouter. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle à la fois brutale, même si on savait qu'il était un peu retiré actuellement. Mais cet album avait finalement donné un peu le contraire. Donc il y avait une sorte un peu d'espoir, peut-être de le revoir une fois en concert. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des périodes qui sont marquées dans la carrière de David Bowie. On était dans les années 70. Après, il y a peut-être un virage, et le moment de la trilogie berlinoise, par exemple, où on est dans un David Bowie complètement différent. Je voudrais juste qu'on entende un petit extrait. On voulait aller jusqu'à la voix pour entendre l'intro de Heroes. On est dans la trilogie berlinoise, Jean-Paul Roland, et c'est vrai que c'est quelque chose de différent. C'est un peu la mort de Ziggy Stardust à ce moment-là, mais peut-être aussi le début du premier renouvellement des fans de David Bowie. Oui, mais je crois aussi que ce qui avait été vraiment la particularité de David Bowie, c'est comme ça de se construire des personnages, de les faire disparaître et d'avoir des nouveaux. Moi, je me souviens, par exemple, qu'aux Eurockéennes, il est passé en 96, on a eu vraiment cet honneur de l'avoir à ce moment-là, et avec, encore une fois, tout un costume différent, tout un personnage différent, très généreux. Je me souviens vraiment de conditions de pluie terribles, et il est venu vraiment devant la scène, il était trempé, moi j'étais juste à côté de la scène, il avait trempé pour remercier en tout cas le public qui l'attendait sous la pluie depuis de longues heures. Donc je crois que c'est tout ça finalement, cette générosité, cet étonnement, cette surprise dans toute sa longue carrière. Et puis c'est vrai aussi que les influences de David Bowie, bien sûr la musique, mais ce sont aussi des peintres, ce sont aussi des écrivains. Enfin, il allait chercher son inspiration à très très large spectre. David Bowie, c'est peut-être d'ailleurs ce qui en a fait l'artiste qu'il a été. Oui, et puis je crois que c'est peut-être celui qui prouve ou qui a prouvé qu'effectivement rock pouvait rimer avec littérature, avec mode, avec tout ça, avec finalement tout ce qu'on peut appeler finalement les beaux-arts, et une sorte effectivement de personnages multiples. Je crois que c'est peut-être ce qui va beaucoup manquer, c'est que Bowie revienne avec d'autres personnages, d'autres univers, d'autres musiciens. Et puis toute la collaboration dont vous parliez, rappelons-nous quand même que c'est un qui a quand même quelque part sauvé presque la carrière des gens comme Iggy Pop ou d'autres. Je crois que c'est tout ça qu'on n'oubliera jamais. Et alors Jean-Paul Roland, du coup, si vous gardiez une période, si vous gardiez un album, vous, ce que vous mettez en tête du top 3, ce serait quoi des albums de David Bowie? Ce serait lequel? Ce serait quel moment? Alors écoutez, je crois que Heroes reste un album, à mon avis, insurpassable, insurmontable. Je vois cette pochette très simple, mais un album très très riche d'ailleurs, que je vais écouter en boucle aujourd'hui. Réécoutez sans doute. Merci beaucoup Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. Puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute, Gérald Roux, je vais vous poser la même question. En fait, c'est quoi l'album que vous écoutez en boucle dès que vous sortez de ce studio ce matin? Quel est le Bowie qui est votre Bowie? En fait, je ne sais pas. Je pourrais pas dire, parce qu'en fait, il y a énormément d'albums. Il faut voir à peu près que Bowie, entre 1969 et, on va dire 1983, il sort des albums qui sont vraiment tous très différents les uns des autres, qui sont d'une incroyable richesse.
En regardant le documentaire encore la semaine dernière sur France 4, on voit les lignes mélodiques, les lignes de chant de David Bowie. C'est extrêmement riche. C'est quelque chose de particulièrement, oui, c'est très riche. Le rock, vous savez, souvent c'est très basique et c'est une pulsation qu'on vous donne comme ça. David Bowie, lui, comme les Beatles aussi, c'est des gens qui font passer le rock à un moment donné dans une autre dimension. On sort du rock, on va vers quelque chose vraiment de l'art, beaucoup plus complet, beaucoup plus large. On se retrouvera, vous étiez entre 76 et 83, on se reprendra tout à l'heure. Donc en 83, ce sera Let's Dance. Parce que c'est le plus gros tube de David Bowie et c'est celui qui l'a fait connaître auprès du grand public, en tout cas en France. Gérald Roux qui reste avec nous sur France Info, il est 8h30. France Info, le réflexe info. Et le journal, il est signé Jean-Christophe Martin. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bonjour. Et c'est l'information de la matinée, on l'apprenait il y a quelques minutes, la disparition d'une légende planétaire du rock, David Bowie. Black Star, son dernier album, venait de sortir il y a quelques jours. L'une des voix les plus novatrices du rock, de la pop et de toute la culture musicale du dernier demi-siècle. On y revient dans un instant. Également dans l'actualité, la politique. Ils veulent changer la donne de la présidentielle. Plusieurs dizaines de personnalités appellent ce matin à une primaire à gauche. Explication dans le journal avec le service politique de France Info. Et les leaders syndicaux et patronaux ont rendez-vous à Matignon toute la journée. À l'ordre du jour, le plan d'urgence pour l'emploi annoncé dans ses vœux par François Hollande. France Info. On l'apprenait donc il y a quelques minutes, la mort d'un géant du rock, David Bowie, qui avait 69 ans. Il venait de sortir un dernier album, jeudi dernier, Black Star. Bonjour Thierry Fioril. Bonjour. Sa mort, elle est annoncée par ses proches. C'est comme ça qu'on l'a appris tout à l'heure sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Mort paisiblement, entouré de sa famille, après un courageux combat de 18 mois contre le cancer. C'est ce qui est précisé. Thierry Bowie, c'était vraiment un géant. Une légende. Une légende, et c'est vrai que dans cette légende, il y a aussi le mystère autour de son état de santé ces dernières années. On savait qu'il était affaibli, mais rarement on a vu un personnage public garder autant le secret sur son intimité. D'ailleurs, la famille demande à ce que cette intimité soit respectée dans les jours et les semaines qui vont venir. David Bowie, c'est une légende qui naît à Londres en 1947 dans une famille modeste. David Robert Jones, il n'a pas encore trouvé son nom de scène, et dès 1969, c'est l'explosion avec Space Oddity, l'un des plus beaux albums qui marque directement dans l'histoire du rock, l'entrée du rock dans la musique populaire, dans la pop. Il y a ensuite, en 1975, Young Americans qui marque aussi son arrivée aux États-Unis. Les années à Los Angeles sont douloureuses. Il tombe dans la drogue. Il part ensuite pour les années berlinoises retrouver Brian Eno et Iggy Pop à Berlin, qui est en train d'exploser littéralement sur la scène musicale. Chaque fois, et c'est l'album Heroes, il se réinvente. On en parlait tout à l'heure avec Let's Dance au début des années 80. C'est le personnage le plus androgyne qui ait jamais existé dans l'histoire du glam rock, puisque c'est lui qui a véritablement labellisé cette façon de faire de la musique rock. Et il restera à jamais comme l'homme qui s'est autant réinventé en plus de 40 ans de carrière. Chaque fois, un personnage, un style, un album différent. Alors justement, chacun a son Bowie, on le disait tout à l'heure avec Gérald Roux. Celui-là, par exemple. Let's Dance, David Bowie. Il est mort hier, on l'a appris il y a quelques minutes. David Bowie qui avait 69 ans. France Info. Il est 8h33, retour en France et à la politique avec l'idée d'une primaire à gauche qui refait surface dans un appel et une pétition publiée ce matin dans le quotidien Libération avec la signature d'une cinquantaine d'artistes, d'intellectuels et de personnalités politiques. Daniel Cohn-Bendit en tête, mais il y a aussi l'économiste Thomas Piketty ou le sociologue Michel Viavorca ou encore le démographe Hervé Lebras, le footballeur Vikesh Dorasso, l'écrivaine Marie Desplechin et le cinéaste Romain Goupil. Également parmi les signataires, l'eurodéputé vert Yannick Jadot. La politique du gouvernement incontestablement sème beaucoup de confusion à la gauche et chez les écologistes. Donc de toute façon, il faut reconstruire une légitimité démocratique pour un candidat de gauche et représentant aussi les écologistes. Il faut qu'il y ait un débat et puis il va y avoir ce grand moment démocratique de la droite qui va faire sa primaire. Nous proposons que justement la primaire des gauches et des écologistes ait lieu en même temps que la primaire de droite. Comme ça, on aura un nouveau débat dans la société et c'est aussi comme ça qu'on lutte
contre la résignation. L'eurodéputé vert Yannick Jadot, l'un des signataires de cet appel pour une primaire des gauches et de l'écologie pour 2017, primaire qui se tiendra en même temps que celle prévue à droite en novembre prochain. Toutes les organisations syndicales et patronales vont défiler aujourd'hui à Matignon. Manuel Valls les reçoit les unes après les autres avec sa ministre du Travail Myriam El Khomri pour parler du futur plan d'urgence pour l'emploi évoqué par François Hollande dans ses vœux du Nouvel An. Ce plan sera détaillé le 18, donc dans une semaine. On en connaît les contours, 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs et la relance de l'apprentissage notamment. Pas suffisant, c'est déjà ce qu'on dit du côté de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Son président, François Asselin. J'ai quelques questions à poser puisqu'il y a eu des annonces qui ont été faites, entre autres le plan de formation des 500 000 chômeurs. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ce plan. Il y a aussi potentiellement une prime à l'aide à l'embauche pour toutes les PME de 50 salariés. Nous considérons qu'il faut surtout travailler sur le levier des charges sociales, à savoir, vaudrait mieux proposer toute nouvelle embauche pendant 2 ans dans toute entreprise jusqu'à 250 salariés à 0 charge. Voilà une mesure qui pourrait effectivement faire redécoller l'emploi, mais ça ne suffira pas, hein. Vous savez qu'on a un problème très compliqué en France, lié malheureusement à la rupture du contrat de travail. Comment faire dans notre pays pour se quitter sans que ce soit un drame pour le salarié, certes, mais aussi pour l'entreprise. Donc il faut absolument alléger la procédure et la sécuriser tant financièrement que juridiquement pour chacune des parties. Ça aussi, c'est des propositions très concrètes que nous allons faire. Le président de la CGPME, François Asselin. Un imam de Bordeaux sur la liste noire de Daesh, Tarek Oubrou, qu'on a parfois surnommé l'imam de la République, est menacé directement sur un site internet de l'organisation terroriste. Selon les informations de France Info, la police lui a proposé une protection rapprochée et des gardes du corps. Il a refusé. Il ne faut pas céder à la peur. Le propre du terrorisme, c'est de s'aimer la défaite mentale. Et on en fait trop. On sème la panique à force de parler de la sécurité, on fait l'effet inverse. Il faut apprendre à vivre avec ce risque comme les accidents de route, etc. Il faut intégrer, psychologiquement parlant, on fera face justement à cette peur qui est recherchée par le terrorisme. La foi me sécurise d'une certaine manière. Je suis zen à l'intérieur. Moi, je ne céderai jamais à la peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aujourd'hui, c'est le radicalisme islamique. Demain, ce sera autre chose. On ne peut pas vivre sa spiritualité ni sa citoyenneté dans la peur. C'est pas possible. Tarek Oubrou, cet imam de Bordeaux menacé par Daesh, au micro de nos confrères de France Bleu Gironde. Une première judiciaire retentissante en Espagne. La sœur et le beau-frère du roi d'Espagne comparaissent devant un tribunal jugé à partir d'aujourd'hui à Palma de Majorque, l'un des scandales de corruption les plus retentissants des années de crise en Espagne. Et c'est dans une salle dominée par le portrait de son frère Felipe VI que la princesse Cristina de Bourbon sera bien malgré elle la vedette du procès de l'année aux côtés de son mari et de 16 autres prévenus. Cristina, accusée d'avoir dissimulé au fisc des revenus issus des détournements de 6 millions d'euros de fonds publics reprochés à son mari et à des ex-associés. Les sports et d'abord le football. La fin de la 20e journée hier en Ligue 1. Nantes a battu Saint-Etienne 2-1. Match nul 1 partout entre Lille et Nice. 0-0 entre Marseille et Guingamp. Et puis on connaîtra ce soir le Ballon d'Or 2015. Sauf surprise, Lionel Messi sera couronné pour la 5e fois. Il est finaliste face à Cristiano Ronaldo, tenant du trophée, et déjà titré 3 fois. Et au nouveau venu, le Brésilien Neymar, mais Messi par grand favori. Jean-Pierre Blimaud. 2015 est un grand cru pour le milieu du Barça. Champion d'Europe pour la 4e fois en 10 ans, Messi est la tête de proue d'un Barcelone de nouveau dominateur. Ligue des Champions, Championnat d'Espagne, Coupe du Roi. Le Roi Léo est de retour malgré 2 mois de blessure à l'automne. Déjà seul à posséder 4 ballons d'or dans l'histoire. À 28 ans, il pourrait bien en ajouter un 5e. Cristiano Ronaldo est son principal rival, le Portugais, 3 fois primé, détenteur des 2 derniers ballons d'or, a pour handicap de n'avoir gagné aucun titre en 2015 avec le Real, mais peut afficher des stats qui n'ont rien à envier à Messi. 57 buts par exemple sur l'année civile, déjà 11 cette saison en Ligue des Champions. Son quintuplé contre l'Espagnol de Barcelone a marqué les esprits. Pas sûr que cela suffise pour l'attaquant de 30 ans. Enfin, le Brésilien Neymar, 23 ans, finaliste pour la première fois, devrait être devancé par ses 2 aînés, même s'il fait donc partie, comme Messi, des étoiles du Barça. Que son énorme prestation lors d'un retentissant 4-0 infligé au Real fera date, qu'il s'est affirmé pendant les 2 mois d'absence de Messi. Neymar devrait logiquement patienter encore un peu pour accéder au Graal. Et le palmarès des Golden Globes, c'était cette nuit à Hollywood, un avant-goût des Oscars. Les prix de la presse étrangère, les grands gagnants sont 2 Odyssées sur la survie. Le Revenant d'Alejandro Inarritu avec Leonardo DiCaprio. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur. Et Seul sur Mars de Ridley Scott, meilleure comédie et meilleur acteur dans une comédie pour Matt Damon. Merci beaucoup. Le journal était signé Jean-Christophe Martin. France Info, 6h-9h, Fabienne Synthèse. Et on revient bien sûr sur la mort de David Bowie sur France Info. Ce sera dans 1 minute. Un tour quand même du côté de la météo et aussi de la bourse parce que ça dégringole. France Info Météo avec Teva, laboratoire engagé aux côtés des pharmaciens et des médecins
pour aider les patients âgés à mieux suivre leur traitement. Un temps très agité, Céline Dacosta, aujourd'hui. Oui, avec de la pluie pour quasiment toute la France, de bonnes averses, de la neige sur les reliefs, Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura et surtout sur les Alpes où le risque d'avalanche reste élevé sur les Alpes du Nord. Et puis du vent fort sur tout le littoral atlantique, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques, méditerranéen, particulièrement les Bouches-du-Rhône et le Var, et puis la Corse, avec des rafales jusqu'à 110-120 km à l'heure associées à une mer très forte. Tous ces départements sont en vigilance orange, donc prudence. Le vent souffle aussi à l'intérieur des terres, un petit peu plus sur les reliefs, jusqu'à 120 km à l'heure sur les cimes des Pyrénées. Vent qui soufflera encore demain, mais qui sera tout de même calmé sur les côtes et la Corse, où on attend cet après-midi des rafales les plus fortes qui pourront monter jusqu'à 150 km à l'heure. Côté ciel, ce sera un petit peu plus lumineux des Pyrénées à la Côte d'Azur cet après-midi, mais toujours beaucoup de nuages et du vent. Et côté température, c'est encore doux. Profitons-en, c'est juste pour quelques jours. C'est vrai, elles vont baisser dès mercredi. En attendant, c'est doux, mais pas forcément agréable à cause de ce vent. On a cet après-midi une moyenne de 8 à 18 degrés avec 10 à Paris ou encore 18 en Corse. Et puis ce matin, les plus basses sont dans l'Est, 5 degrés à Mulhouse, 6 à Strasbourg, il en fait 7 à Paris, 11 à La Rochelle ou à Perpignan, 13 à Lyon et 15 degrés à Marseille. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Jean-Pierre Gaillard, des nouvelles de la bourse avec vous. Une vingtaine de minutes avant l'ouverture, ça dégringole bien. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Enfin, ça va dégringoler. Vous savez, la semaine dernière avait été épouvantable. On avait perdu 6,5% dans la semaine. Et ce matin, ça continue. Alors, c'est toujours les problèmes chinois et la baisse spectaculaire du pétrole qui se poursuit également aujourd'hui, qui pèsent et qui mettent les marchés financiers à rude épreuve depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte qu'avec une baisse de ce matin, peut-être 0,6 à 0,7%, on attend le CAC aux environs de 4300 points. Eh bien, à 20 points près, on est retombé au niveau de fin 2014, c'est-à-dire que là, en 6 séances, on vient d'annuler la totalité des gains de l'année 2015. Donc, ça continue, encore de la baisse aujourd'hui, attendue à l'ouverture. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gaillard. À l'ouverture, donc tout à l'heure, dans 20 minutes, juste après 9h. France Info. Et retour bien sûr sur France Info sur la mort de David Bowie. Donc à l'âge de 69 ans, on l'a appris il y a à peu près 1 heure. Il est mort dans son sommeil. Ça a été annoncé après 18 mois de lutte contre le cancer. Ça a été annoncé sur son compte Twitter, sur son compte Facebook. Et puis sa famille l'a ensuite confirmé. En direct avec nous, Franck Maddevon depuis Londres. Et on imagine que ici, même si effectivement, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il vivait à New York depuis longtemps, David Bowie, c'est un peu probablement l'un des plus illustres Britanniques qui vient de mourir. Oui, vous savez, ici au fond, Fabienne, David Bowie, il a 2 rivaux, je dirais, peut-être à sa mesure. Paul McCartney d'un côté et puis les Rolling Stones de l'autre, mais le premier, McCartney, est devenu un membre de l'establishment, une idole un peu lisse qu'on voit au JO, au Jubilé de la Reine, un lord, by the way, vous avez raison. Et puis les seconds, les Stones, incontestables bêtes de scène, ne proposent pas grand-chose de neuf musicalement depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas de Bowie, et c'est donc bien sûr une perte colossale pour le Royaume-Uni. Alors certes, il vivait aux États-Unis, c'est là qu'il s'est éteint, mais Bowie est né en 1947 à Brixton, ce quartier multiculturel au sud de Londres. C'est un Londonien avant tout, et d'ailleurs Londres lui avait rendu hommage en 2013 avec cette exposition qui est ensuite passée par Paris, cette exposition au Victoria and Albert Museum, alors que mon téléphone sonne, forcément là. Faites patienter encore une trentaine de secondes. Oui, forcément, c'est une information très importante ici. Alors, c'est son agent qui a confirmé la nouvelle qui avait été donnée, vous le disiez, sur Twitter et Facebook. Et son fils, Duncan Jones, a confirmé cette information, cette nouvelle, sur Twitter. Il a déclaré « Très triste et désolé de dire que c'est vrai. Je ne serai pas joignable pour un moment. Amour à tous ». Il y avait eu beaucoup de spéculations, on l'a dit aussi, sur l'état de santé de David Bowie. Il avait pratiquement disparu de la scène depuis 2004 et chaque année ou presque, on espérait que Bowie ferait un retour en live, mais il ne reviendra donc pas sur scène. On disait même qu'il serait peut-être cette année à Glastonbury sur scène, vous savez, cet immense festival dans le Somerset qui a lieu tous les étés, mais il ne reviendra donc pas sur scène cette année. Et là, il était revenu en revanche avec un album studio le jour de ses 69 ans, tout neuf, la semaine dernière, pardon.
Merci beaucoup Franck Madvon en direct de Londres. Bonjour Jean-Daniel Beauvalet. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef aux Inrocks. Il y a une chose avec David Bowie, c'est l'inspiration peut-être qu'il a pu être pour d'autres groupes et notamment pour toute la vague de la fin des années 70, celle du punk, celle du new wave, toute cette vague-là en fait. Le premier homme, l'instigateur, c'est peut-être lui, non ? Oui, mais pas seulement. Il a influencé grosso modo toute la pop moderne depuis presque 40 ans, 40-50 ans, parce que dans les années 70, il a donné en une poignée d'albums fondamentaux toutes les pistes à suivre, que du rock décadent à la pop électronique, à toutes les générations qui allaient suivre de pop. Il a créé la matrice de la pop moderne, et je pense que dans les Inrocks, il n'y a pas une semaine sans qu'un groupe, même un groupe qui n'était pas né bien sûr à l'époque, ne revendique cette influence-là. Qui, par exemple, et notamment parmi les plus célèbres, aujourd'hui, peut et se revendique de David Bowie ? Écoutez, on va plutôt lister ceux qui ne se revendiquent pas de David Bowie. Que ça va de Blur à Suède, bien sûr, pour les plus évidents, de Oasis à tout le monde, en fait, aux Pet Shop Boys, à Depeche Mode, à Indochine. Tout le monde a pu puiser quelque chose chez David Bowie. C'est ça aussi qui est formidable, c'est que chacun a son propre parcours chez David Bowie, parce que la discographie est tellement riche que chacun peut picorer les propres chansons qui sont ses propres repères, et que chacun peut faire son propre best-of tellement c'est riche. C'est pas seulement une poignée de chansons fondamentales et quelques autres chansons à côté. Non, chaque chanson peut devenir la chanson préférée de quelqu'un. Avec on en parlait à l'instant, avec des changements dans cette carrière, des changements de style, avec des virages à 180 degrés, avec un changement de look aussi. Il y a 1000 choses en fait, et il y a 1000 David Bowie également. Oui, c'est le truc passionnant des années 80, des années 70, pardon, c'est qu'à chaque album, il réinvente un personnage qui lui donne la liberté absolue d'être qui il veut, et que du coup, il peut passer en quelques années seulement d'un album de folk comme Hunky Dory, qui est un trésor de musique un peu très britannique, très acoustique, à des albums très froids de musique électronique comme Low Heroes quelques années plus tard. Donc il peut se réinventer, il passe à se réinventer, mais il l'a encore fait récemment avec Black Star, son dernier album. Il n'y a pas beaucoup de pop stars de cette génération de 69 ans qui aujourd'hui peuvent apporter musicalement des choses aussi intéressantes. Et lui continuer à chercher et à trouver. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur France Info. Jean-Daniel Beauvalet, le temps de refaire le tour de l'actualité. France Info. 6h-9h. Fabienne Synthèse. Il est 8h47. Et l'essentiel, bien sûr, des informations de cette matinée, c'est la mort de David Bowie. Il est mort dimanche d'un cancer à l'âge de 69 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé ce matin vers 7h30 sur le compte Twitter et le compte Facebook du chanteur. David Bowie est mort paisiblement aujourd'hui, entouré de sa famille à l'issue d'un courageux combat de 18 mois contre le cancer. On en reparle bien sûr dans une minute sur France Info. Dans le reste de l'actualité, ce matin, c'est la CFDT. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, qui va inaugurer les rendez-vous entre syndicats, patronat et Manuel Valls, donc qui ont lieu ce matin à Matignon, une semaine avant les annonces pour l'emploi de François Hollande. Et puis cette tribune à la une du journal Libération ce matin, signée par une cinquantaine d'artistes ou d'intellectuels qui réclament une primaire à gauche en 2017. France Info. Avec Jean-Daniel Beauvalet, rédacteur en chef des Inrecuptibles, qui est resté avec nous sur France Info pour retracer cette carrière de David Bowie. On le disait tout à l'heure, Jean-Daniel Beauvalet, peut-être que la différence aussi avec les autres que peut avoir David Bowie, c'est que c'est un artiste complet. Ses inspirations, elles viennent pas seulement de la musique, c'était aussi un collectionneur d'art, c'est quelqu'un qui connaissait la peinture, qui connaissait beaucoup d'univers qui n'étaient pas forcément uniquement le sien et celui de la musique. Oui, et ça, c'est quelque chose dont il a été très très généreux. Il a été un passeur formidable pour toute une génération de gens qui le suivaient dans les années 70, parce que toute cette passion qu'il avait pour la littérature, pour la peinture, pour des styles même d'architecture comme le Bauhaus, etc., il le transmettait à des jeunes. Et je pense qu'il a ouvert les yeux à toute une génération, et il a fait en sorte que si le mouvement punk est arrivé, avec toutes ces références qui n'étaient pas forcément musicales à l'époque, c'était parce que David Bowie avait ouvert les yeux et avait élargi le spectre des connaissances et des possibles pour toute une génération. Donc il était à la fois passionné par tout ça, il le vampirisait d'une certaine façon, c'est-à-dire quand je dis vampiriser, c'est qu'il prenait des éléments
plutôt venu des avant-gardes et qui les traduisait en langage très 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 commode à comprendre pour tous, en langage grand public. Et ça a été une de ses plus grandes qualités, aussi bien sur la musique que sur la littérature, notamment des gens comme William Burroughs, qu'il a défendu bec et ongles, un écrivain comme William Burroughs, qui était quand même plutôt abscon pour le commun des mortels. Il les a rendus très accessibles. Allez, on ne peut pas parler de David Bowie sans l'écouter. Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time. Ashes to Ashes, donc on est en quelle année là, Jean-Daniel Beauvalet? On est au tout début des années 80, non? C'est ça? Oui, il y a 35 ans. Et vous diriez une période qui correspond à quel David Bowie? On est juste avant Let's Dance, on est après la trilogie berlinoise, on est dans ce milieu-là en fait. Oui, on est à une période où David Bowie perd un peu le contrôle sur sa carrière, malheureusement, après Let's Dance. Mais là, c'est sa première énorme rencontre depuis longtemps avec le grand public, avec cette chanson qu'on vient d'écouter, Ashes to Ashes. Et c'est quelqu'un qui est dans la période punk, after punk, où il y a eu une table rase du passé, où tout le monde a été rejeté, tous les gens du passé quasiment ont été rejetés. Lui est resté comme une idole, comme une icône. Merci beaucoup Jean-Daniel Beauvalet de ce petit rendez-vous avec nous sur France Info pour évoquer David Bowie. Vous vouliez ajouter quelque chose sur Ashes to Ashes, notamment Gérald Roux? C'était pour rebondir sur ce que disait Jean-Daniel Beauvalet. Il parlait de Ashes to Ashes en 1980 exactement. C'est-à-dire qu'au moment où des gens se revendiquent de lui, au début des années 80, de les groupes New Wave, il est déjà sur Scary Monsters, sur cet album avec Ashes to Ashes. Il est déjà passé à autre chose. Il est déjà passé à autre chose parce que la trilogie c'est 77, 77, 119. Voilà, il a passé, il est dans quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, là, funky, grand public. Ouais. Et c'est vrai que à partir de cette période-là, la rock critique, entre guillemets, sans vouloir la critiquer, mais commence à la lâcher parce que le trouve moins intéressant. Mais lui, là, et spécialement en France, il fait la rencontre avec le grand public avec ce morceau Ashes to Ashes en 1980, et 3 ans après ce sera avec Let's Dance, qui est aussi un titre qui est souvent assez critiqué. L'album Let's Dance est critiqué pour être un peu trop clinquant, mais quand on réécoute cet album, on s'aperçoit qu'il y a des compositions exceptionnelles et que la rencontre avec le grand public, elle se fait aussi là. Olivier Cachin, journaliste, écrivain en direct avec nous, vous travaillez bien sûr pour Move aussi, donc pas très loin de chez nous. Je vous ai entendu de loin, vous chantiez en même temps Ashes to Ashes en attendant. Ah oui, c'est un morceau qui m'a renversé parce que c'était tellement insensé. Il y avait, encore une fois, c'était effectivement ce Bowie qui sortait de cette fameuse trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger. Olivier, subitement on vous a perdu. Mais on va vous retrouver dans un instant, on va vous retrouver Olivier Cachin dans un instant. Je voudrais vous faire écouter une petite pépite avant de retrouver Olivier Cachin. C'est vous, Thomas Negerov, bonjour. Bonjour. Qui l'avez déniché, on est en 1977. Oui, donc juste avant Ashes to Ashes, Bowie est déjà une énorme vedette en France et il est l'invité des rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Comme quoi. Et voilà, et il reparle de l'arrivée de Bowie en France. C'était en 1966, il y a pile 50 ans, à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier de cette année-là, et Bowie raconte cet événement important pour lui, son arrivée en France et ses premiers pas sur scène en France au Golfe de Rouault, qui à l'époque s'était ouvert à une scène beaucoup plus moderne que dans les années au début des années 60. Absolument. Merci beaucoup, on écoute ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette période? Remember this period of your life? Yeah, I remember the club very well. I can still see the club. I remember du club? The first photographic session that I ever did was in the street outside. Ah, la première séance photo, il l'avait fait dans la rue. And there was a little cafe on the corner made of glass. Et il y avait un café à côté. Quelle était la musique que vous aimiez et que vous jouiez à cette époque? At the moment? Oui, in 1966. What's the same music? At the time, the music in 66 I was playing was very loud and sounded something like what is called punk rock. Punk rock. Voilà, très fort. Je jouais très fort et très punk rock. Et punk rock en 66, donc il était déjà très en avance et pas en retard. Exactement, on y revient à cette discussion dans une seconde, il est 8h53. France Info, 6h-9h, Fabienne Synthèse. Et l'essentiel de l'actualité avec vous, Jean-Christophe Martin. Et vous l'avez compris, c'est de la mort d'un géant du rock qu'on parle, David Bowie, qui avait 69 ans. Il venait de sortir un dernier album il y a quelques jours, Black Star. Sa mort est annoncée par ses proches, notamment sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. C'était il y a moins d'1 heure. Mort paisiblement, entouré de sa famille après un courageux combat de 18 mois contre le cancer. Bowie, un géant et une légende. On va y revenir très largement sur France Info toute cette journée et dans un instant. Au sommaire aussi, le défilé des organisations syndicales et patronales aujourd'hui à Matignon, à l'ordre du
du jour le plan d'urgence pour l'emploi évoqué dans ses vœux par François Hollande. Une alerte météo, elle concerne 12 départements, toute la côte atlantique et une partie de la Méditerranée corse comprise. Alerte pour vagues et submersion. Et puis les Golden Globes, c'était cette nuit à Hollywood, un avant-goût des Oscars. 2 grands gagnants, le western Le Revenant avec Leonardo DiCaprio et Seul sur Mars avec Matt Damon. France Info. Et toujours donc autour de la mort de David Bowie qui s'est éteint à 69 ans d'un cancer. On l'a appris il y a un peu plus d'une heure maintenant. Olivier Cachin, vous êtes revenu ? Olivier Cachin qui n'est pas revenu, c'est pas grave. Gérald... Olivier, est-ce que vous avez pu entendre, Olivier, l'archive qu'on a passée tout à l'heure ? C'est donc David Bowie qui raconte ses premières scènes Drouot en 1966. Fort, oui. Exactement. Et si je vous pose la question, c'est Bowie en France, ça date de quel moment ? À quel moment on s'est rendu compte, nous aussi en France, que cette pépite-là existait ? Je pense que dès le début, dès Ziggy Stardust, même si à l'époque, évidemment, ça n'était pas le grand public encore tout à fait, mais tous ceux qui appréciaient le rock et qui appréciaient les multiples travestissements de ce rock qui n'arrêtait pas de changer, qui était glamour, qui se féminisait, ont compris avec ce personnage incroyable, le premier d'une longue série, que Bowie était là pour longtemps. Parce que, encore une fois, David Bowie, c'est pas seulement un artiste, c'est toute cette galerie de personnages, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, le Thin White Duke, Halloween Jack, il a créé des personnages, il s'est déguisé pour être finalement à l'arrivée toujours l'unique personnage qu'il est, c'est-à-dire ce David Bowie, né David Jones, et qui un jour a décidé qu'il allait briser tous les codes et qu'il allait non pas être un rocker comme tous ses pairs, mais être une véritable star de la pop musique au sens très très large. Il a joué Andy Warhol au cinéma, il a joué dans des séries télé. Twin Peaks, et puis il pas des moindres, parce que c'était Twin Peaks quand même. Exactement, et puis aussi Extras, la série de Ricky Gervais, où il avait un rôle où il jouait lui-même, où il se moquait de lui-même dans un épisode absolument extraordinaire. C'est quelqu'un et puis c'est évidemment L'homme qui venait d'ailleurs, qui est peut-être le film dont le titre le définit le mieux, puisque tous ceux qui l'ont rencontré, moi j'ai eu la chance de l'interviewer, se souviennent de la rencontre avec un alien, avec quelqu'un qui est d'un autre monde, d'une classe, d'une élégance, d'une intelligence au-delà du commun. Quelqu'un paraît-il, c'est ce que disait en tout cas tout à l'heure Jean-Daniel Beauvalet des Un Rock, quelqu'un de très disponible, de très sympa, de très ouvert, de pas du tout rockstar finalement dans sa manière de se comporter. Absolument. D'ailleurs, il n'a eu de cesse de s'éloigner du rock, en tout cas de cette caricature qui était devenue une certaine idée du rock. Lui, justement, il refusait ça. Son dernier album est finalement un refus du rock'n'roll. C'est un album teinté de free jazz, un album presque expérimental. Et pourtant, même dans cet extrême d'un artiste qui n'a plus rien à prouver et qui se fait plaisir, on a quand même toujours ce sens bowiesque de la mélodie, de l'innovation et de la transformation. C'est ce que disait Jean-Daniel très bien. C'est quelqu'un qui prend des racines extrêmement avant-garde de musique impossible et qui en fait quelque chose de disponible pour le grand public, pour ceux qui aiment simplement la pop musique. Alors je voudrais qu'on écoute ça, écoutez. Rebelle, Olivier Cachin, c'est quand ? On est où ? Là on est dans les années 72 je crois, c'est vraiment au 73, c'est juste après Ziggy Stardust, c'est l'époque Aladdin Sane, c'est l'époque où il fait des concerts stupéfiants, où il tue le personnage de Ziggy Stardust à peine né, puisque Ziggy Stardust aura vécu pendant 2 ans, un dernier concert à Londres qui a été filmé par D.A. Pennebaker, magnifique, et on comprend à ce moment-là que alors que n'importe quel autre artiste serait resté avec ce personnage pendant des années, lui non, il va encore une fois tout casser et dire je ne suis pas Ziggy Stardust, je suis Aladdin Sane, je suis cet artiste performance, je suis ce mime, je suis un autre en fait, c'est toujours, et pourtant cet autre, c'est toujours David Bowie, c'est toujours ce David Jones qui démarre dans la pop classique des années 60 et qui devient l'archétype de l'artiste d'avant-garde, du génie. Olivier Cachin, juste une dernière question, et Gérald Roux, je vous poserai la même tout à l'heure. On disait il y a quelques instants que parmi les grands Britanniques, on va dire, il y avait Bowie, il y avait McCartney, puis il y avait les Rolling Stones, et puis il y a aussi tous ceux qui ont été inspirés. À votre avis, Olivier Cachin, est-ce qu'il y a un héritier de David Bowie en fait ? Est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un aujourd'hui ?
il est incomparable. Les héritiers, ils sont des milliers. Ils ont commencé à hériter, si l'on peut dire, depuis les années 70, puisque tous les artistes se revendiquent de près ou de loin de David Bowie. Quant à le remplacer, bien évidemment, c'est la même réponse évidente qu'avec Michael Jackson, avec Jimi Hendrix, avec toutes les grandes stars de la musique. Ce sont des gens qui sont nés pour être irremplaçables et qui ne laisseront qu'un trou béant, parce que personne ne peut être Bowie à la place de Bowie. Nul ne peut prétendre avoir une carrière à l'identique de ce géant de la musique mondiale. Voilà, personne ne peut être Bowie comme Bowie. Merci beaucoup Olivier Cachan sur France Info. Je vous pose la même question, Gérald Roux, je ne veux surtout pas vous piéger. Vous pensez qu'il y a un héritier ou peut-être que non en fait Non, c'est ce que disait Olivier, il y en a plein d'héritiers et tout. Après, pour une certaine génération, des héritiers de David Bowie, il peut y en avoir dans le groupe Joy Division par exemple, qui est un groupe qui a énormément influencé lui aussi plein d'autres gens, mais qui est bien entendu beaucoup moins connu que David Bowie. C'est vrai que Joy Division... quand en 1977-78, et Olivier connaît très bien cette affaire, cette histoire, a sorti ses premiers disques, en fait, le chanteur de Joy Division, il voulait ressembler à ce que faisait David Bowie, quelque part. Il voulait que ça sonne un peu comme ça. C'était la grosse influence de toutes les années 70, particulièrement pour de très très nombreux artistes.